e talhas com teu machado a estar. Donc José Saramago est né en 1922 à Azinaga. Maria Graciette, si je fais des erreurs d'accent, vous me direz. À Azinaga, dans la province du Ribatejo, dans une famille de paysans très pauvres. En 1924, ses parents émigrent à Lisbonne, vont s'installer à Lisbonne, où son père est policier. Et durant toute son enfance, José retournera très souvent dans son village d'Azinaga, voir ses grands-parents pour qui il avait en fait beaucoup d'amour et une grande admiration. Et d'ailleurs, une partie de son discours du prix Nobel en 1998 leur a été dédiée puisqu'il écrivait ceci. Mes grands-parents s'appelaient Geronimo Melrino et Josefa Caixinha. Ils étaient analphabètes l'un et l'autre. L'hiver, quand le froid de la nuit était si intense que l'eau gelait dans les jarres, ils allaient chercher les cochonnets les plus faibles et les mettaient dans leur lit. Sous les couvertures grossières, la chaleur des humains protégeait les animaux du gel et les enlevait à une mort assurée. Donc Geronimo et Josefa, ses grands-parents, seront d'ailleurs des personnages, du moins c'est lui, qui inspireront un de ses premiers romans, qui est Levantado do Chão, qui n'est pas encore traduit en français, mais qui paraîtra ici, donc en France, l'année prochaine. Donc comme ses parents étaient vraiment pauvres, ils n'avaient pas les moyens de lui offrir des études, José Saramago a suivi les cours dans une école industrielle, ça s'appelait d'ailleurs l'école industrielle, qui est une école professionnelle, mais à l'époque au Portugal, dans les années 30, je veux dire, c'était aussi comme ici, on donnait un enseignement relativement complet, c'est-à-dire qu'il y avait du portugais, du français, de l'histoire, de la géographie, des mathématiques, de la chimie, etc. Et à 15 ans, donc, il quitte cette école avec en poche un brevet de serrurier, et il va trouver un travail dans un atelier de mécanique. C'est là, lui-même, dit-il, qu'à 17 ans, il commence à fréquenter les bibliothèques, il était très attiré par la lecture, et qu'il lit pour la première fois, non pas Fernando Pessoa, mais Ricardo Reis, avec des poèmes qui l'émeuvent beaucoup, et il découvre aussi l'œuvre de Luís Vaz de Camões, l'auteur, ce grand poète du XVIe siècle portugais, l'auteur des Lusíadas, qui, dit-il, dit toujours José, l'ont énormément touché, enfin profondément, par l'humilité qu'il y avait dans les poèmes de Camões. Il découvre aussi bien sûr Ricardo Reis, avant de découvrir Pessoa. Donc il raconte aussi que c'est en 1942, quand il a 20 ans, donc, qu'il peut enfin acheter ses premiers livres, avec 300 escudos que lui prête un ami, et qu'il va acheter les œuvres de Pessoa, et surtout une collection complète de ce livre, ces livres à bon marché, qu'on devait, je ne sais pas si c'était comme en Espagne, qu'on devait vendre en kiosque, et où il achète toute la collection. Alors là, il y avait Berlebeuck, il y avait Baudelaire, il y avait une histoire d'Angleterre, et il y avait Plutarque, enfin de tout, donc il achète toute la collection. En 1944, donc il a 22 ans, il épouse Hilda Reis, dont il a une fille, son unique fille, qui s'appelle Violante, et il travaille comme dactylo dans les bureaux du chemin de fer portugais. Il écrit déjà, donc très jeune, des premiers poèmes, quelques nouvelles, qui vont être assez rapidement publiées dans des revues. Et dans les années 40 et jusqu'en 1953, donc il écrit en fait beaucoup de poèmes et beaucoup de nouvelles, parce qu'on a dit que Saramago était un écrivain tardif. En fait, c'est à moitié vrai. En étant jeune, il a beaucoup écrit, puisque même en 1947, donc, il publie un premier roman qui s'appelle Terre du péché, qui est publié, et il publie un second roman, Claraboia, qui lui est refusé. Alors pour l'anecdote, il raconte qu'en 1993, la maison d'édition à qui il avait envoyé ce manuscrit, qu'il ne lui avait jamais répondu, donc 40 ans après, en 1993, alors que cette maison d'édition avait été rachetée par le Diário de Noticias, qui est le grand journal de Lisbonne, dans lequel d'ailleurs Saramago avait travaillé, puisqu'il en avait même été le directeur adjoint. En 1993, la maison d'édition lui écrit en disant « Monsieur Saramago, quand on a rangé nos archives, eh bien voilà, on a retrouvé un de vos manuscrits, et c'était ce roman Claraboia, donc à qui Saramago on n'avait jamais répondu, il n'avait jamais eu de nouvelles. Donc il est allé chercher modestement le manuscrit et a dit bien sûr que le roman, il ne voulait pas qu'on le publie. Dans les années 50 et 60, donc il travaille d'abord dans une compagnie d'assurance, puis il devient éditeur dans une maison d'édition qui s'appelle Editor Escol, critique littéraire, et il écrit toujours
des poèmes et des nouvelles. Alors dans les années 70, il devient directeur adjoint du Diario de Noticias, et il disait lui-même, je dirais, il continue à écrire sans publier, hein, des romans qu'il n'achève pas. Donc ce qu'il disait lui-même, il disait qu'il voulait être écrivain, mais qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait, qu'il n'était pas encore mûr, donc pour se lancer en fait dans ces grandes entreprises romanesques qu'il ambitionnait d'écrire et qu'il va en fait finalement arriver à faire et terminer. Donc son enfance, il faut dire aussi, c'est que Saramago est né en 1922 et que Salazar prend le pouvoir en 1933, c'est-à-dire qu'il a 11 ans quand Salazar prend le pouvoir, et que toute son adolescence, enfin la fin de son enfance, son adolescence et sa jeunesse, il la passe quand même dans un pays qui est une des dictatures les plus dures, les plus longues, en fait, des dictatures européennes les plus longues, et qu'il faut vite comprendre, je veux dire, cette érudition, cette culture qu'il a acquis tout seul hein, dans les bibliothèques, par ses lectures, par ses tentatives d'écriture, il va comprendre que son pays vit sous un état noir et qu'il doit faire quelque chose. Donc très jeune, en 1949, il soutient on peut dire, Maria Graciette, et si je dis des bêtises, vous me corrigez, il soutient un semblant d'opposition à Salazar, qui est formé sous la houlette d'un général qui s'appelle le général Norton de Natos. En 1969, il s'inscrit au Parti communiste portugais qui est alors clandestin. En 1974, bien évidemment, il participe activement à la révolution des œillets et il devient donc directeur adjoint de ce grand Diario de Noticias. Il en sera très rapidement évincé pour des raisons d'ailleurs politiques, pour son appartenance au Parti communiste. Alors à partir de 1975, sans doute le moment était venu, la maturité était là, il décide de se consacrer entièrement à la traduction et surtout à l'écriture. Et très rapidement donc viennent les grands romans que nous connaissons, d'abord le manuel de peinture et de calligraphie qui est paru en 1977, puis Levantado do Chão, qui n'est pas encore traduit, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il le sera l'année prochaine, qui paraîtra en France l'année prochaine, et puis Le Dieu Manchot, alors là, qui vraiment le fait connaître internationalement, et Le Dieu Manchot qui reçoit en fait le prix du Pen Club portugais et le prix de la municipalité de Lisbonne. Et à partir de ce moment-là, la grande œuvre littéraire de Saramago ne va pas cesser jusqu'en 2010, et elle passera donc par le prix Nobel en 1998. Donc c'est un long cheminement, c'est une longue formation, presque sur le tas, si on peut dire, à la fois professionnelle, à la fois intellectuelle, à la fois politique, et en 1975, donc, lorsqu'il vraiment commence son œuvre, il a 53 ans. Alors bien sûr, on peut dire que c'est une œuvre tardive, que c'est une reconnaissance tardive, mais moi j'aurais peut-être tendance à dire que c'est ça, c'est d'avoir écrit et publié si tard qui lui a donné cette sorte de distance hein, et de détachement qu'il a eu par rapport à tous les succès et à tous les honneurs qu'il a obtenus à partir de là. Et puis aussi, bien sûr, son militantisme et sa fidélité à ses origines paysannes et ses origines. Alors le prix Nobel a bien sûr changé la vie de Saramago, mais celui-ci n'en a tiré aucune gloire personnelle. Ce prix a été pour lui une tribune en défense des déshérités, des damnés de la terre. Elle lui a permis de hausser la voix contre les inégalités, les injustices et toute forme d'oppression, faisant de lui une des grandes consciences morales de notre temps. Pour José Saramago, l'écrivain, en raison de son rôle social, avait l'obligation de prendre la parole pour intervenir dans les conflits de son époque, le devoir de réveiller les consciences, de faire entendre un discours critique, incorrect, revendicatif et humaniste. Il aurait été également un combattant infatigable de la solidarité et de la fraternité, du mouvement de la paix au Portugal, à la défense de la cause palestinienne, des sans-terres du Brésil, aux zapatistes du Mexique. Ces luttes n'ont jamais cessé de s'inscrire dans la fidélité à ses valeurs d'internationaliste. À l'heure de l'effondrement du bloc socialiste, de la recomposition du monde sous l'égide du néolibéralisme et de la mondialisation, il continue de revendiquer son appartenance au Parti communiste. Dans la célèbre émission Apostrophe de Bernard Pivot,
qui lui demandait comment on pouvait encore être communiste après les désastres de l'Union soviétique, il a répondu en se définissant comme un communiste hormonal, ce qui lui a valu depuis lors l'inimitié de certains critiques français qui n'ont pas compris qu'il entendait par là que le socialisme, et à plus forte raison le communisme, était un état d'esprit. Prix Nobel ou pas, José Saramago était un homme et un écrivain volontairement restés en dehors du système, du politiquement correct, de la bien-pensance, qu'elle soit de droite ou de gauche. Ses positions lui ont valu le respect et l'admiration de beaucoup, le mépris et les détestations de certains, l'Église au Portugal, en Espagne et en Italie, pays où la religion jouit encore d'un certain pouvoir, et une partie de la critique et du milieu intellectuel français, de gauche comme de droite, qui n'a pas supporté son communisme hormonal et ses critiques envers la politique israélienne. Mais ce que ses détracteurs ne lui ont pas pardonné, au fond, c'est d'avoir écrit une immense œuvre littéraire, porteuse d'un sens éthique, d'une morale et d'une vision du monde, aujourd'hui abandonnée ou presque. José Saramago était totalement engagé dans la littérature, au point d'avoir changé celle de son pays, d'avoir créé une langue nouvelle et une nouvelle image du Portugal, comme l'avait fait en son temps Fernando Pessoa. Et son combat se situait aussi à l'intérieur de la littérature. Il aimait à dire que la littérature devait être cohérente avec la vision du monde de celui qui écrit, porteuse de valeurs et d'une pensée critique. Pour ce qui me concerne, je le cite, « Pour que je me mette à raconter une histoire, il faut que quelque chose d'important pour moi, en tant que citoyen, me pousse à le faire. » De là son intérêt pour les rapports entre histoire et littérature. Un grand poète colombien, qui s'appelle Juan Manuel Roca, disait que l'histoire officielle a plus souvent été écrite du côté de la gomme que du côté de la pointe du crayon. La pointe du crayon de Saramago a revisité l'histoire officielle, tantôt pour lui inventer un autre cours, tantôt pour critiquer et dénoncer les pouvoirs qui l'ont façonné et la façonnent encore. De là l'humanisme qui traverse tous ses romans, dont Maria Graciette va parler tout à l'heure. De là aussi cette vision lucide du monde, faite d'un engagement sans faille et d'un pessimisme quant à la nature profonde de l'homme. Et une certaine mélancolie, compensée par une bonne dose d'humour, qui allait de pair avec sa grande courtoisie et son profond respect d'autrui. José Saramago, malgré les honneurs que lui imposait le prix Nobel, est resté jusqu'à la fin un homme modeste, élégant, fraternel et généreux, qui aimait, comme l'a écrit Malraux, la liberté, la beauté et la littérature, trois choses de la vie. Il vivait depuis 1992 à Lanzarote, où il s'était exilé pour échapper aux tracasseries et accusations de l'Église portugaise après la parution de l'Évangile selon Jésus-Christ. Sa maison était belle et confortable, mais modeste. Tout le monde mangeait dans la cuisine. Il y avait un salon pour recevoir les amis, 2 bureaux, le sien et celui de sa femme Pilar, et dans un bâtiment attenant, une magnifique bibliothèque contenant tous ses livres, plus de 20 000 volumes, où travaillaient 2 secrétaires, et qui servait à recevoir des écrivains, des artistes, et à organiser des causeries et des conférences, et des expositions aussi. Au-dessus de la bibliothèque, Pilar et José avaient aménagé un grand appartement pour y loger leurs amis. Nous étions allés leur rendre visite au début de l'année 2008. José se remettait à peine d'une grave pneumonie qui avait failli l'emporter. Le dernier souvenir que nous gardons de lui, mon mari et moi, qui l'avons bien connu et qui l'aimions beaucoup, est celui d'un homme amaigri par la maladie, installé dans son grand fauteuil de convalescent, une tablette sur les genoux où était posé son ordinateur. Il avait commencé à écrire Le voyage de l'éléphant, et nous étions étonnés, admiratifs et émus de voir cet homme si fatigué, au bord de l'épuisement, capable d'une telle concentration, capable de rire des aventures de ses personnages, d'écrire cette métaphore de la condition humaine qu'est le voyage de l'éléphant, et de nous ouvrir sa maison,